On sait tous qu'il y a trop de plateformes de streaming, sans parler de la multiplication du modèle à abonnement pour des tas d'autres services. Mais alors comment choisir à quelle plateforme s'abonner? Même si les séries ne sont pas le seul atout d'une plateforme, à mes yeux elles restent le plus essentiel. Et parfois même quand on est abonné, on peut ignorer certaines pépites auxquelles on a pourtant accès. Voilà pourquoi je vous liste les 5 meilleures séries de chaque plateforme, ainsi qu'un comparatif final entre toutes ces plateformes. Tout comme ces séries qui nous restent en mémoire et nous accompagnent, il y a certains cadeaux qui marquent, et je suis sûr que vous avez en tête un tel souvenir. C'est le moment d'en créer chez les personnes chères à votre cœur, avec les montres et les bijoux Holzkern. Porter de belles choses et privilégier les matériaux naturels, voilà d'excellents cadeaux de Noël qui associent originalité et bon goût, et personnellement ça me parle. Ce sont des produits uniques fabriqués en petite quantité avec une perspective éthique, le tout pour hommes et femmes, achetés et offrés avec confiance grâce aux 2 ans de garantie inclus et commandés dans la sérénité avec une livraison depuis Vienne en 2 à 5 jours ouvrables. Il suffit de commander avant le 19 décembre pour être livré avant Noël. De mon côté, j'ai craqué pour cette montre en bois qui attire l'œil avec classe, très agréable à porter et dont j'adore le contraste de coloris qui fait ressortir son cadran de marbre vert sur le bois de koa. Quant à ce bracelet, il associe à l'argent de petites touches de noyer, c'est à la fois robuste et subtil. C'est tout moi, oui bon, je sais, je m'envoie des fleurs, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et le cadeau peut aussi être pour vous. Pour ma compagne, boucle d'oreille Amorance en nacre bordée d'or rose, avec la douceur d'une forme de cœur associée à l'élégance du design et la noblesse des matériaux. Ensuite, ce collier nommé conceptual de nacre bleue et de platine, s'il vous plaît. Alors attention, la forme n'indique pas que la personne a pris du composé V, mais ça n'empêche pas d'avoir de sacrés pouvoirs sur moi. Et pour un double effet waouh, jetez un œil aux magnifiques écrins verts et rouges pour les bijoux et les montres, parfait complément aux boîtes de bois et remplaçant avantageusement un emballage cadeau. Attention, veillez à surtout passer par le lien en description et en commentaire épinglé, et ensuite à utiliser le code POPCOLSCAN que vous retrouverez aussi en toutes lettres sous la vidéo. Ce n'est sans doute pas la première fois que vous m'entendez parler de ces montres et bijoux, et pour cause, je ne suis jamais déçu de la qualité des produits que j'ai la chance de recevoir, et c'est donc toujours un plaisir de vous recommander la marque. Voici comment utiliser le code lors du paiement. Je passe par le lien sous la vidéo, puis j'entre le code POPCOLSCAN et les 15% de réduction s'appliquent. C'est facile, ne tardez pas, certains modèles partent très vite. Je vais procéder par ordre alphabétique et donc commencer avec Apple TV, une plateforme qui a perdu le plus de son nom initial. La plupart des plateformes ont nettement plus de 5 excellentes séries, bien évidemment, et ces classements seront les miens via ma subjectivité argumentée. À chaque fois, avant de venir au classement, il y aura des mentions honorables, et donc pour commencer cette tradition avec Apple TV, je vais vous parler de Monarch Legacy of Monsters dans le monde de Godzilla, dans laquelle on retrouve Kurt et Wyatt Russell, mais surtout Anna Sawai, toute auréolée de la série Shogun. On a aussi Shrinking avec Harrison Ford quand même et Jason Segel dans le rôle titre d'un psychothérapeute qui commence à dire toute la vérité à ses patients. Aucun doute, la plupart d'entre vous auriez choisi For All Mankind parmi les 5 meilleurs de chez Apple, et c'est sans doute le cas. J'ai persévéré jusqu'à un certain point de la première saison avant de passer à autre chose, mais je suppose que la montée en puissance se fait surtout en saison 2, et j'ai bien l'intention de continuer un jour ou l'autre. Il faut dire que la plateforme est assez riche en science-fiction avec Fondation, dont j'entends le plus grand bien, alors que là aussi j'ai lâché en première saison une autre série dans la liste de celles que je voudrais reprendre. Enfin, une dernière mention honorable pour Dark Matter, encore de la SF et l'adaptation d'un livre, pas mal d'incohérences ou du moins de choix douteux de la part des personnages, mais un très joli casting avec Jennifer Connelly et Joel Edgerton, et un concept central fascinant, celui des univers parallèles et de la possibilité d'y voyager ou de s'y perdre. Je reviens donc à mon top 5 enfin sur Apple TV avec Ted Lasso en 5e position. Voilà une série à la tonalité qui est à la fois des plus simples et pourtant originale, avec cette capacité à faire sourire tout en proposant une ambiance chaleureuse et réconfortante grâce à l'enthousiasme presque ineffable de son personnage principal, le fameux Ted. C'est l'histoire d'un poisson hors de l'eau qui continue pourtant de nager comme si de rien n'était avec cet entraîneur de football américain choisi pour remettre sur les rails une équipe anglaise de foot. On a déjà 3 saisons et une 4e annoncée, même si elle n'a pas encore de date de diffusion. Jason Sudeikis et Anna Walsingham sont irrésistibles et on s'étonne à se prendre aussi facilement d'affection pour ces personnages variés et très humains. Ted Lasso est sans aucun doute une des séries les plus positives qui existent, mais sans tomber dans la mièvrerie, un tour de force et une rareté qui s'apprécie. En numéro 4, encore de l'ASF adapté d'un livre, décidément une bonne habitude chez Apple TV, étant donné la qualité qui en ressort, et c'est Silo, notamment porté par Rebecca Ferguson. Depuis des générations, ceux qui pensent être les derniers survivants de l'humanité vivent dans un silo souterrain,
mais qu'en est-il réellement de l'état du monde extérieur? La série est certes un peu lente parfois, mais extrêmement bien faite, même si j'ai pris du retard sur la deuxième saison, sans doute parce que faire des vidéos ça prend trop de temps, je ne peux que conseiller de se plonger dans cette société à étages qui n'est pas sans rappeler un peu le train de Snowpiercer, mais sous la coupe d'une forme de quasi-démocratie apparente. La troisième place revient pour moi à Slow Horses, dont je parlais dans une vidéo assez récente sur la chaîne. Les indésirables, ratés et mal aimés des services secrets britanniques se retrouvent parqués à l'étable sous la coupe d'un improbable chef campé par Gary Oldman, tout en cheveux filasses et en chaussettes trouées. Seulement voilà, les ringards du MI5 se retrouvent mêlés à des dossiers épineux et les losers vont devoir faire avec leurs maigres moyens pour sauver des gens ou leur propre miche, entre personnages savoureux, losers pitoyables et géniards, spécialistes insupportables et chefs misanthropes. Slow Horses fait de l'anti-James Bond, mais de vraies bonnes intrigues à déguster au gré de courtes saisons étonnamment nerveuses. Médaille d'argent chez Apple TV pour Pluribus, et oui, elle n'a même pas encore terminé sa première saison, mais la nouvelle série de Vince Gilligan est déjà un phénomène de par son originalité et son usage du genre SF pour nous parler de notre rapport au monde et surtout aux autres. Certes, le rythme, les non-dits, la subtilité et le refus de se lancer dans une surenchère de mystères et révélations laissent une partie du public de côté, mais du mien de côté, la promenade dans ce monde terriblement paisible continue de me réjouir semaine après semaine. L'impression que la série sait très bien où elle va et qu'on ne va pas manquer d'occasion de sentir basculer nos préférences et jugements sur les camps et les personnages me rend confiant pour la suite de Pluribus. C'est donc une sacrée exclue pour Apple TV et sans le spectre de l'annulation qui pèse sans arrêt sur les projets Netflix, par exemple, et pas que. Enfin, ce ne sera guère une surprise pour celles et ceux parmi vous qui connaissent déjà au moins un peu la chaîne de trouver Severance loin en première place de ce top Apple TV, tant j'ai adoré les 2 premières saisons, en analysant épisode par épisode la deuxième sur la chaîne. Quels sont les secrets de l'humaine entreprise qui utilise des employés à la mémoire dissociée et qui n'ont aucun souvenir de leur vie de bureau quand ils rentrent chez eux et vice-versa? Quelle claque, quelle capacité à créer une ambiance sonore et visuelle à nul autre pareil. Alors oui, c'est vrai, il faut sans doute un peu s'accrocher pour passer les 3 premiers épisodes de la première saison, mais que la récompense est belle ensuite. Dans l'idéal, on voudrait une saison par an, mais on en aura 3 entre le début en 2022 et la 3e en 2026 ou 2027 au pire. Rien que pour Severance, je vois mal comment faire l'impasse sur Apple TV, au moins le temps de la voir, mais on y reviendra lors du bilan final. Je passe à la prochaine plateforme et l'ordre alphabétique nous mène vers Canal+. Difficile clairement de rivaliser avec les géants américains, même si on suppose que c'est justement avec les offres type bouquet qui intègrent plusieurs plateformes que Canal attire surtout ses souscripteurs, sans parler de son accès anticipé aux films, bien sûr. Il y aurait bien à dire sur les propriétaires de tel ou tel groupe, mais étant donné que je ne peux pas entrer dans ces considérations pour toutes les plateformes, je ne le ferai pour aucune. Une fois n'est pas coutume. Rapide mention honorable pour l'effondrement, pour commencer la série qui nous évoque au travers diverses situations la dislocation du monde tel qu'on le connaît et l'expression plus directe des réflexes ancrés de l'humanité entre violence et égoïsme avec quelques traces d'empathie néanmoins. Justement, deuxième mention honorable pour Empathie, récente série québécoise dont je lis le plus grand bien mais que je n'ai toujours pas vue. Il en va de même pour Hippocrate, une série hospitalière à l'excellente réputation mais dont je ne serai jugé par moi-même pour le moment. Je reviens donc à la 5e position de ce classement avec Baron Noir, une série qui a quelques années, mais dont le portrait de l'ambition personnelle dans le monde de la politique française n'a rien perdu de sa cruelle acuité. Cadmerade y trouvait ce qui reste sans doute son plus grand rôle. Les appareils politiques et les petitesses personnelles y prennent souvent le pas sur les convictions, mais on n'en suit pas avec moins de fascination les parcours publics et les manigances de coulisses qui basculent parfois dans l'illégalité, clairement un incontournable de Canal+. En 4e place, une série de 2025 avec Dexter Résurrection qui m'accueille avec son rythme et son intrigue aussi extravagante qu'agréable à suivre. Même sans être un fan de la première heure de Dexter, on plonge sans aucun problème dans son incursion à New York, alors que le tueur de tueurs va être amené à reprendre du service. Si on n'échappe pas, c'est vrai, à quelques caricatures, on passe surtout un excellent moment de suspense et d'humour noir avec un Dexter qui n'a jamais été aussi en forme depuis sa mort. Une très belle exclusivité pour Canal+, donc. Je vous ai dit qu'on y retrouve Uma Thurman et Peter Dinklage, non? Ben voilà, c'est fait. 3e place du podium Canal pour 2 séries qui sont en fait les 2 saisons de la même, à savoir The Young Pope et The New Pope, avec Jude Law et John Malkovich. Voilà une série hors norme qui avait complètement happé mon attention en imaginant le quotidien et les questionnements personnels et philosophiques d'un jeune pape. C'est beau, c'est drôle, irrévérencieux, mais aussi intelligent qu'absurde, nul besoin d'avoir le moindre intérêt pour la religion pour profiter d'une proposition hors norme et jubilatoire. Vous vouliez de l'originalité, eh bien en voilà, avec en bonus Diane Keaton, Cécile de France, Silvio Orlando
et même Ludivine Sagnier. Médaille d'argent des séries Canal pour Fargo, une série au format anthologique avec donc une histoire et ses personnages par saison. Le point commun, c'est bien sûr le crime et le comportement souvent étrange ou grotesque des protagonistes. Noah Hawley se fait plaisir et invite une galerie de stars et d'excellents acteurs à camper ces enquêteurs ou criminels qui incarnent à merveille l'idée selon laquelle la réalité dépasse la fiction, mais tout en faisant de la fiction. Et pourtant, l'illusion va prendre en nous montrant des personnages davantage définis par leurs incertitudes et leur maladresse que par leur prouesse surhumaine, même si certains restent étonnamment efficaces. Qui dit anthologie dit que vous pouvez regarder les 5 saisons dans l'ordre qui vous inspire, selon les thématiques qui vous parlent le plus. Quoi qu'il en soit, c'est du bel ouvrage. À mes yeux, la meilleure série Canal+ reste Le Bureau des légendes. Elle traite de la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE donc, et plus particulièrement du service des officiers du renseignement qui infiltrent sous couverture des pays étrangers, une couverture qu'on appelle légende. À la distribution, on trouve Mathieu Kassovitz, Sarah Giraudot, Zineb Triki ou encore Jean-Pierre Daroussin, tous excellents. De l'espionnage réaliste donc avec un scénario aux petits oignons et un véritable retentissement émotionnel. En première saison, 2 trames narratives distinctes qui finissent par se rejoindre, des détails issus d'observations réelles dans le véritable service de la DGSE, des personnages profondément humains et des situations de pression intense. Même la bande originale est réussie. Je n'ai gardé en mémoire que du bien de la série. Dans l'ordre alphabétique toujours, je passe maintenant à la plateforme Disney+, qui s'appuie notamment sur les énormes licences que sont Marvel et Star Wars, mais pas que, à tel point que ces mastodontes ne seront pas majoritaires dans mon top 5 personnel. En revanche, du côté des mentions honorables, il me faut rendre hommage à l'excellente mini-série WandaVision, si originale dans l'univers plutôt formaté de Marvel, sachant qu'on peut en dire autant de Loki en 2 saisons qui nous emmènent à la découverte de la TVA. C'est pas celle que vous croyez, bien sûr. Ce serait bouder mon plaisir que de ne pas dire un mot aussi de The Mandalorian, dont les 2 premières saisons sont particulièrement plaisantes et qui a failli finir dans le top 5, sans pourtant y parvenir car on a de gros morceaux et de magnifiques œuvres que je ne pouvais pas rétrograder. Enfin, bref, saison 2 était un délicieux moment qui aurait sans doute mérité le top 5 et qui n'y entre pas uniquement car j'ai voulu éviter les ex-aequos. Et donc sans plus attendre, en 5e place, j'ai choisi Shogun, dont on pensait initialement que les 10 épisodes formeraient une mini-série avant l'annonce d'une saison 2. Shogun, c'est la nouvelle adaptation d'un roman des années 70 qui nous entraîne en 1600 au Japon, alors que le pays s'apprête à basculer dans une nouvelle ère après 150 années de conflits larvés, voire de guerre civile. C'est un récit à multiples protagonistes alors qu'un marin anglais s'échoue sur la côte japonaise pour découvrir cette société et ses codes, tout en gravissant les échelons aux côtés d'un puissant seigneur particulièrement rusé. S'y ajoute une histoire d'amour impossible avec sa traductrice japonaise et des intrigues politiques et religieuses autour du pouvoir suprême. On notera les performances splendides d'Anna Sawai dans le rôle de Mariko, et Hiroyuki Sanada dans celui de l'indéchiffrable Seigneur Toranaga. La série est riche, visuellement splendide, même si elle n'a pas été tournée au Japon, et émouvante par bien des aspects, quelques longueurs peut-être selon les goûts de chacun, mais un incontournable sur Disney+. J'ai choisi la série Star Wars Andor pour la 4e position, et oui, je sais parfaitement qu'un certain nombre d'entre vous la positionneraient à n'en pas douter en toute première position de ce classement Disney+. Je reconnais à cette série Star Wars d'immenses qualités, même si les épisodes sont d'intérêt quand même un peu inégal, et que j'ai pu avoir quelques réserves sur des éléments parfois présentés comme la 8e merveille du monde par les plus enthousiastes. Quoi qu'il en soit, quand Andor monte vers les sommets, elle ne déconne pas, et on se retrouve pas loin de l'Everest, un des meilleurs moments du petit écran. Andor parvient à dépeindre la résistance et les rouages totalitaires impériaux comme jamais auparavant. Andor apporte sa brique de profondeur et de gravité à l'univers Star Wars et participe à élever l'ensemble de l'édifice par sa simple existence, en s'insérant dans les événements précédents Rogue One. Outre Cassian et Mon Mothma, qu'on connaissait déjà, et qui prennent une dimension nouvelle, la série ajoute des figures légendaires telles que Cleia et Luthen à l'histoire de la Résistance, tout en rendant le mal plus proche, humain et glaçant que jamais, avec des draps. Sur la 3e marche, j'ai retenu la série The Bear, à laquelle j'ai déjà consacré une vidéo que vous n'avez peut-être pas vue, comment parler de la difficulté à communiquer et à dépasser son mal-être, tout en traitant de grande cuisine dans un petit restaurant. Ça peut sembler difficile et pourtant le défi est relevé haut la main et si les personnages s'engueulent souvent et parlent fort, il faudrait le faire exprès pour ne pas percevoir le cœur énorme de cette série et le joyau visuel qu'elle offre à des actrices et acteurs qui nous servent des performances quasiment historiques de la télévision. Je tiens aussi à dire que je ne souscris pas à l'idée selon laquelle la série s'essoufflerait dans sa 3e saison qui propose de mon point de vue une progression parfaitement organique et appréciable de ses personnages. The Bear est une expérience et je vous invite à persévérer quelques épisodes comme j'ai pu et dû le faire pour en profiter et ne pas en laisser une miette. C'est du 3 étoiles Michelin. Voici mon numéro 2 et qu'on pourrait juger moins méritante que les séries moins bien classées, mais voilà, pour moi Daredevil est un incontournable et je parle ici de la série Netflix, sauf qu'elle appartient maintenant à 100% au catalogue Disney+. Pour moi, les 3 saisons, et en particulier la première et la 3e, sont ce qui se fait de meilleur en termes de séries de super-héros. Il y en a d'autres excellentes bien entendu, comme la première de Jessica Jones notamment, mais Daredevil, j'adore.
Du côté de Born Again, disons que pour le moment je suis relativement déçu et qu'on reste assez loin de la qualité initiale, mais je donnerai bien sûr une chance à la saison 2 qui arrivera sur Disney+, début mars 2026. Matt Murdock contre Wilson Fisk et Bullseye, c'était vraiment des moments d'anthologie, et rien ne me fera décrocher cette série de sa seconde position, sachant que je me prépare d'avance, car vous allez me râler maintenant au sujet de la première. Et oui, je me doute bien qu'une médaille d'or pour Lost va faire jaser, on pourrait écrire des dissertations sur la fin de la série et son accueil, sur les fameux mystères sans réponse et l'idée selon laquelle les scénaristes avançaient à l'aveugle. Toujours est-il que Lost est un monument de la télévision et l'une des séries les plus marquantes de tous les temps, avec des personnages absolument fascinants, une histoire unique, complexe et parfois déroutante, c'est vrai. Et évidemment, Lost n'est pas une série originale Disney+, mais il se trouve que c'est uniquement au catalogue de cette plateforme qu'on peut actuellement la trouver. Pour les personnes n'ayant jamais vu Lost, je pense que ça vaut largement le détour. C'est au tour de HBO Max d'être passé à la loupe, et je peux vous dire qu'avec un tel catalogue, choisir 5 séries est quasiment mission impossible. De ce fait, la liste des mentions honorables serait même interminable. On pense forcément à des séries telles que The Wire, Six Feet Under, Les Sopranos, Oz, Rome, mais aussi à la mini-série Watchmen que j'ai décortiqué épisode par épisode sur la chaîne, ou encore à la série d'animation Primal avec son homme préhistorique sous adrénaline, sans oublier Barry et son cocktail tragicomique, ou The White Lotus, et ceci et cela, on n'en finit jamais avec un catalogue aussi dingue. J'ai même failli oublier d'évoquer Westworld, mais bon, ces gros malins de chez HBO Max ont carrément supprimé la série du catalogue suite à son annulation en fin de saison 4, alors qu'il n'en restait qu'une pour compléter la vision de Jonathan Nolan et Lisa Joy. C'est donc plus un grief à faire à la plateforme, car les 2 premières saisons étaient incroyables et les 2 suivantes agréables, malgré l'incapacité à maintenir la qualité folle des débuts. Et bien sûr, il serait plus que légitime de placer The Wire et autres dans le top 5, mais j'ai préféré respecter mes préférences personnelles à nouveau, plutôt que de chercher à respecter une hiérarchie gravée dans le marbre. Numéro 5 pour The Pitt, avec une prime à la nouveauté, clairement, même si la série date de début 2025 et que sa saison 2 arrive déjà le 8 janvier 2026, performance à souligner, plutôt 3 fois qu'une. Impensable pour moi d'autant accrocher à une série hospitalière, et pourtant je me suis fait avoir. Tout fonctionne, la distribution pleine de nouvelles têtes, autour d'un Noah Wyle impérial, la réalisation qui mise sur le réalisme, le rythme incroyablement maîtrisé et l'envie irrésistible d'enchaîner les épisodes. C'est simple, je n'ai aucun doute sur le fait que je regarderai la saison 2 en souhaitant qu'elle soit aussi réussie que la première, bien sûr, ce qui serait déjà un exploit en soi. Déjà Emmy Award de la meilleure série dramatique pour sa première saison, The Pitt est aussi nommé aux Golden Globes pour meilleure série et meilleur acteur. Et si je devais ajouter un dernier point, c'est que The Pitt est une série aux propos très humains, ce qui ne fait pas de mal en ces temps de gradation de plus en plus assumée de la valeur d'une vie humaine plutôt qu'une autre. C'est Succession qui fait une OPA sur la 4e place du classement HBO Max, encore un sujet qui n'a rien de base pour me passionner, à savoir la richissime famille Roy, au centre de laquelle on trouve Logan, le grand magnat à la tête d'une multinationale des médias et du divertissement. Seulement voilà, les dynamiques interpersonnelles, la puissance des interprétations et l'humour ultra corrosif de tout ce petit monde forment une fable morale fascinante sur la décadence d'une élite composée de milliardaires plus ou moins incompétents et surtout obsédés par le pouvoir, un but d'eux-mêmes est totalement déconnecté du réel. Quand on se lance dans Succession, il ne faut pas s'attendre à découvrir un seul véritable héros au sens propre, pas de personnes vraiment positives parmi les personnages principaux, loin s'en faut, et pourtant on se passionne pour leur turpitude et leur traîtrise en cascade, on rit de la ronde des pique-assiettes et de l'illusion dissipée de la méritocratie. 3e position un peu précaire, peut-être pour True Detective, précaire parce que l'essentiel repose sur la première saison malgré les qualités qu'on peut trouver aux suivantes. Alors est-ce suffisant? Et je n'en sais rien. Enfin si, puisque je l'ai mise là, mais c'est à vous de me dire. Quoi qu'il en soit, cette première saison de True Detective est hallucinante. L'ambiance poisseuse, le discours nihiliste de l'inspecteur Rust Cole, 11 ans déjà que le duo Matthew McConaughey et Woody Harrelson venait mettre un grand coup de pied dans la tronche des spectateurs avec des performances devenues légendaires. Si un petit détour par Carcosa via la Louisiane vous branche et que vous n'avez rien contre les meurtres rituels et le cauchemardesque qui hantent les enquêteurs des années durant, True Detective est pour vous. Que dire de plus, sinon de voir ça dès que possible, si ce n'est pas déjà fait, revoir, ça marche aussi. Sur la 2e marche du podium HBO Max, j'ai choisi de mettre ou remettre en lumière The Leftovers, une série en 3 saisons qui va crescendo et qui traite l'absence et le deuil comme jamais cela n'a été fait auparavant. La bande originale est devenue un classique réutilisé dans des tas d'émissions télé pour évoquer la tristesse, mais il n'y a pas que de la tristesse dans cette série qui démarre par la disparition soudaine, absolue et inexpliquée de 2% de l'humanité. Mais alors que vont devenir ceux qui restent confrontés à l'indicible et à l'incompréhensible?
psychologique, mystique et inclassable, The Leftovers a en commun avec Lost ou Watchmen le scénariste Damon Lindelof, qui est un peu doué quand même, il faut le concéder, même s'il est toujours entouré d'autres scénaristes talentueux et qu'il prend souvent l'essentiel de la lumière. J'ai un peu rompu la règle des ex-aequo pour la médaille d'or HBO Max que je vais partager entre Game of Thrones et House of the Dragon. Pas la peine de vous agiter ni de crier, pas la peine de brandir les mots « oui mais la fin, la saison 8 en lettres de feu ». J'ai conscience des achoppements, mais je ne fais pas partie de ceux qui jettent de magnifiques saisons sous prétexte d'une légitime déception finale. Des moments de télévision incroyables et peut-être inégalables dans l'ampleur globale et l'intensité des séquences ont été atteints par la série. Quant à House of the Dragon, oui, la saison 2 était plus ou moins amputée de sa fin, mais attendons de voir les 3 et 4, et puis quand même, là aussi, ce serait me mentir à moi-même que de ne pas reconnaître le plaisir, l'excitation de me replonger dans cet univers. Au passage, dès le 18 janvier prochain, A Night of the Seven Kingdoms nous renverra à Westeros, même si ce ne sera que pour 6 courts épisodes. Je me délecte d'avance de découvrir cette adaptation d'une version un peu plus lumineuse de l'œuvre de J.R.R. Martin, même si ça va défourailler sévère au tournoi de Sandreguier. On en vient maintenant au mastodonte Netflix, la plateforme qui propose le contenu le plus massif. Comment distinguer les j'aime dans cette multitude, sachant qu'ici on peut noter aussi la qualité de certains documentaires, mais je m'en tiendrai aux séries bien sûr, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Avec un catalogue aussi fourni, forcément ici aussi les mentions honorables sont potentiellement fort nombreuses, même si la qualité moyenne n'est pas comparable à celle de HBO bien sûr. Déjà il y a la série de MMA La Cage, non je déconne, c'était claqué au sol aussi fort que le slam de Rampage au Pride. Donc je disais en mention honorable on a Stranger Things, et oui elle n'est pas dans mon top 5, très bonne première saison, puis ensuite beaucoup de bons moments mais aussi des pas foufous. Une série fort agréable, mais pas l'une des 5 meilleures de Netflix, du moins à mes yeux. Je la préfère à Dark par exemple, et oui je sais, Dark est considéré parfois comme un chef-d'œuvre absolu, même si j'en reconnais les qualités, bien sûr, disons que j'avais résumé ce que j'en pensais dans la vidéo que j'y avais consacrée, et la dernière saison n'y avait rien changé. Je préfère aussi Black Mirror, aussi dans un genre différent, et une grande variation épisode par épisode. Entre Blue Eye Samurai, Dark Crystal et Narcos, voilà déjà des mentions super solides. Animation pour Blue Eye Samurai, qui doit revenir avec une saison 2, et un excellent moment déjà avec sa première. J'ai kiffé tout simplement. Dark Crystal, le temps de la résistance, a fait les frais de la politique d'annulation de Netflix, mais heureusement la seule saison se tient plutôt bien sans suite. Quant à Narcos, Plomo au Plata, c'était vraiment chouette, surtout les 2 premières saisons, même si j'entends bien le problème consistant à montrer Escobar sous un jour trop positif, malgré tout le mal qu'on l'y voit déjà commettre. Allez vite, la 5e place pour Ozark. Alors c'est vrai, j'aurais pu intervertir avec Narcos pour sortir celle-ci des mentions honorables, mais bon, j'ai un petit faible pour Ozark et son histoire familiale. Un expert comptable aide à blanchir l'argent des cartels et tout va bien se passer sans aucun problème. Ah bah non, sinon il n'y aurait pas de série. Jason Bateman en rôle principal et souvent à la réalisation, c'est déjà une sacrée performance. Puis on y ajoute Laura Linney dans le rôle de son épouse, au moins aussi ambitieuse et plus froide, sans oublier Julia Garner qui vole la vedette à sa manière en campant une fille du cru, issue d'une famille déglinguée mais fichtrement maligne. J'ai adoré suivre les mésaventures rocambolesques de cette famille dans une dynamique qui n'est pas sans rappeler Breaking Bad, tout en traçant sa propre route narrative avec des personnages secondaires fort savoureux. La 4e position est occupée chez moi par Peaky Blinders. Est-il encore seulement besoin de présenter la famille Shelby qui va étendre son influence sur le monde criminel de Birmingham au fil des saisons et se frotter des ennemis de plus en plus puissants. Rôle majeur pour l'inimitable Cillian Murphy et saga familiale, mais aussi historique en passant de 1919 jusqu'aux années 30 et la montée du fascisme. Peaky Blinders, c'est des mecs qui marchent au ralenti avec des vêtements stylés en partant casser des bouches sur fond de musique anachronique et pourtant parfaite. Peaky Blinders, c'est une histoire de fratrie, d'ambition qui prend le dessus sur tout le reste, de pulsions autodestructrices et des mille et une façons de buter des fascistes ou de tabasser des malfrats concurrents. Enfin, on a appris il y a peu la sortie d'un film, Peaky Blinders, The Immortal Man, attendu sur Netflix en mars 2026. Je vous propose une médaille de bronze au goût d'inachevé avec Mindhunter, la série créée par Joe Penhall, mais qui a surtout été marquée par la patte de David Fincher. En 1977, nous allons suivre l'invention du profilage au FBI et les premiers entretiens analytiques avec les tueurs en série. C'est simple, tout est réussi dans Mindhunter, le modèle initial de la réalisation est posé par David Fincher en personne, qu'on trouve derrière la caméra pour 7 des 19 épisodes de la série. L'ambiance est absolument parfaite pour le sujet, avec des bouffées d'angoisse qui montent parfois chez le protagoniste principal, tout en développant à merveille les relations entre les 3 personnalités qui posent les jalons du profilage. Et les tueurs en série donnent lieu à des interprétations au minimum bonnes et pour certaines extrêmement troublantes, comme celle de Cameron Britton en Ed Kemper. Évidemment, Netflix oblige, on se retrouve orphelin d'une forme de conclusion, même si l'idée d'un éventuel retour de la série, sous forme de film par exemple, revient parfois tel un serpent de mer dans les rumeurs hollywoodiennes. Mindhunter reste à n'en pas douter une des toutes meilleures séries sur Netflix. Enfin, un peu d'animation à l'honneur avec Arcane sur la 2e marche du podium.
on peut pinailler sur certains éléments de la saison 2. Quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, Arcane est une série qui allie tour de force visuelle et richesse narrative, une réussite difficile à croire en partant d'un jeu d'arène en ligne et free-to-play. Le studio Fortiche Productions a tout cassé avec Arcane, animation, design des personnages, musique, émotion, rebondissement, intensité des combats, et on peut leur être reconnaissant d'avoir établi ce maître étalon en voyant le niveau d'exigence de ce qui est sorti ensuite, comme Blue Eye Samurai notamment, que j'évoquais dans les mentions honorables. Arcane est une proposition unique qui sent l'investissement de personnes talentueuses dans chaque plan, et on attend à la fois avec patience et impatience les séries dérivées, car on sait combien l'animation demande d'efforts et de temps. Arcane est un des joyaux de la couronne des séries récentes, toujours confondues. En première place, on trouve deux séries qui ne sont pas des originales Netflix, mais qui sont bel et bien disponibles actuellement dans son catalogue. Je parle bien évidemment de Breaking Bad et de Better Call Saul. Je ne vais pas passer trop longtemps à vous expliquer que ce sont deux des meilleures séries au monde, vous l'avez déjà entendu. Breaking Bad s'est imposée comme un classique alors qu'elle était encore en cours de diffusion. Alors évidemment, comme elle est souvent citée comme la meilleure série au monde, avec The Wire sans doute, elle fait aussi l'objet de procès un peu snob sans doute sur une prétendue surcote, mais non, c'est juste fabuleux. De mon point de vue, il faut davantage s'accrocher pour Better Call Saul avec un démarrage plus lent, mais la sauce se fait plus que prendre par la suite. Difficile de nier la capacité d'attraction de ces deux séries dans un catalogue. Transition vers l'avant-dernière plateforme de cette vidéo fleuve avec Paramount+, un véritable outsider sur le marché français, ça ne fait aucun doute. C'est aussi le catalogue que je connais le moins au final, à tel point que je vais m'appuyer sur quelques critiques pour y insérer une ou deux séries que je n'ai pas vues. Vous me pardonnerez cet écart. Du côté des mentions honorables, je ferai vite avec Deadwood, la série western, différentes séries Star Trek qui font de Paramount+, un incontournable pour les Trekkies, et enfin Mobland, une série de gangsters dont j'ai entendu le plus grand bien, avec Tom Hardy, Helen Mirren et Pierce Brosnan. Numéro 5 maintenant avec Entretien avec un vampire que je n'ai fait que commencer. Pour certains c'est un scandale woke, mais bon, l'usage du terme woke pour cracher de l'acide sur une œuvre est rarement un signe de grande finesse critique. Du peu que j'en ai vu, il y a du potentiel en effet, et pour pas mal de spectateurs, Entretien avec un vampire, nouvelle adaptation du roman d'Anne Rice bien entendu, est l'une des séries les plus sous-estimées au monde. On notera la présence de Jacob Anderson de Game of Thrones dans le rôle de Louis de Pointe-du-Lac, ainsi que la performance du charismatique Sam Reid dans celui de Lestat. En quatrième place, j'ai retenu Dexter, sachant toutefois que Dexter Résurrection reste une exclue Canal+, que j'ai déjà évoqué précédemment. Ici donc la série d'origine Dexter, ainsi que les spin-offs, souvent moins bien considérés. C'est un classique, j'en ai vu un certain nombre d'épisodes, mais très loin d'avoir tout vu, et je me dis que c'est forcément un facteur qui peut entrer en ligne de compte pour se tourner vers Paramount+. En troisième position, un doublé de série dont je lis le plus grand bien avec Yellowstone, la série d'origine qui est une sorte de western contemporain, et 1883, sa préquelle, sachant qu'il existe aussi la suite de la préquelle, 1923, avec Harrison Ford et Helen Mirren. Yellowstone est porté par Kevin Costner, un mélange entre du soap familial et des querelles qui se résolvent dans la violence. Des trois séries, la mieux considérée est généralement 1883, avec un retour à la véritable conquête de l'Ouest pour une famille désargentée. Alors je ne vais pas faire semblant de bien connaître ces œuvres, mais apparemment elles méritent d'être découvertes. Le hic pour Paramount+, c'est que ces séries sont aussi disponibles sur Netflix, pas d'exclusivité donc. Véritable exclusivité en revanche, et potentiellement un des premiers moteurs d'abonnement au service, sur quelques marchés au moins, c'est From qu'on trouve en numéro 2, et non, on ne rigole plus, en tête d'affiche on reconnaît Harold Perrineau de Lost. Sans qu'on ne sache comment ni pourquoi certaines personnes tombent sur une route bloquée par un arbre, quand elles essaient de retrouver leur chemin, impossible pour elles de ne pas revenir dans une minuscule ville habitée par les survivants de cette boucle sans issue. Quelques personnes l'accusent d'être cheap ou encore de se perdre dans l'incapacité des personnages à communiquer, ce n'est sans doute pas totalement dénué de fondement, mais pour ma part, je suis un fervent partisan de From, qui est à mes yeux la meilleure série d'épouvante et de mystère actuellement diffusée. Il se trouve que les créateurs ont défini à l'avance la plupart des réponses aux mystères de la série, j'ai regardé suffisamment d'interviews d'eux pour le savoir et leur faire confiance. Les réponses arrivent d'ailleurs en saison 3, et la quatrième arrivera quant à elle courant 2026. From est une série parfois cruelle et violente, les scènes de ce type sont peu nombreuses, mais elles existent, alors attention aux âmes sensibles. Une série certes imparfaite, mais qui maîtrise magnifiquement ses ingrédients principaux et donne très envie de découvrir qui tire les ficelles de ce cauchemar et pour quel motif. La médaille d'or de Paramount+, est potentiellement la véritable médaille d'or de toutes les séries, et c'est Twin Peaks. Alors oui, difficile de comparer Twin Peaks avec Breaking Bad ou The Wire, tellement l'œuvre est singulière. Ceci étant, en termes de pure expérience et d'impact sur les séries dans leur ensemble, avec un rôle véritablement précurseur à la télévision, je pense que Twin Peaks mérite une reconnaissance toute particulière, et si besoin, une couronne. Ce sont donc les deux saisons d'origine qui sont disponibles, celles qui datent de 90 et 91, mais aussi The Return, sorti en 2017, Twin Peaks est de prime abord une enquête criminelle suite à la découverte du corps de Laura Palmer, mais c'est au final une plongée fantastique dans un monde orienté en coulisses par le surnaturel. C'est aussi parfois un soap désuet et niais qui joue les clichés à fond et qui avance en équilibriste,
entre la moquerie et le premier degré absolu, saluant la pureté de l'amour face à la corruption des hommes et des forces obscures de l'univers. Il n'est jamais trop tard pour voir Twin Peaks et en être subjugué, ceci étant, la série sera disponible en intégralité et gratuitement sur la plateforme de streaming d'Arte à partir du 8 janvier prochain. Si vous n'avez jamais vu la série, il faudra absolument rattraper cet incontournable et cet inclassable. Vive Dale Cooper, vive Laura Palmer et la dame à la bûche pendant qu'on y est. Concernant le film Fire Walk With Me, que je conseille de voir entre la saison 2 et la saison 3, il n'est disponible qu'en VOD pour l'instant. Nous arrivons à Prime Video, dernière plateforme de cette sélection. Les mentions honorables vont à Cœur Noir, une série française sur un groupe des forces spéciales françaises confronté à Daesh en 2016 sur territoire irakien. J'ai beaucoup apprécié les 2 saisons disponibles et je serai clairement chaud pour une suite. On a une bonne dose de réalisme apparent, un ton juste, une réalisation sobre et nerveuse et un bon équilibre entre personnages et intrigue. Dans un genre radicalement différent, Fleabag de Phoebe Waller-Bridge, 2 saisons pour suivre les déboires sentimentaux et familiaux souvent hilarants d'une trentenaire indépendante. La créatrice et actrice principale brise allègrement le 4e mur et ça fonctionne tellement bien que c'en est jouissif. Des épisodes courts, un talent comique indéniable et un peu d'émotion quand même, parce que les sujets s'y prêtent, c'est délicieux. Un petit mot rapide aussi sur Reacher, c'est bourrin, extravagant, mais quand ça fonctionne, c'est très plaisant quand même de voir Jack Reacher défoncer des tas de salopards. Préférence nette pour les saisons 1 et 3, ceci dit. Énorme hésitation pour moi entre la dernière mention, dont je vais vous parler maintenant, et la 5e place du classement, puisque cette mention va à The Boys, qui est une évidente locomotive de Prime, et je me suis dit qu'il était peut-être plus amusant de retenir une autre série en numéro 5. The Boys a commencé très fort, mais sa 4e saison était aussi la plus faible. J'attends donc de voir si la série va redresser la barre, avec la 5e annoncée pour le 8 avril 2026. Alors oui, il y a aussi Invincible, la série animée que je prends plaisir à suivre, ou encore les adaptations des campagnes de Critical Role, mais bref, passons au classement. Numéro 5 donc pour The Expanse, la série de SF adaptant une belle saga littéraire, d'abord sur Sci-Fi, puis annulée après sa 3e saison, avant d'être reprise par Prime Video pour les 3 suivantes. De la science-fiction de qualité en série, ce n'est pas si courant, et en plus on a ici un exemple de hard SF, ce qui implique une tentative d'être scientifiquement assez robuste. The Expanse est une série qui s'apprécie de plus en plus au fil des épisodes, car les personnages deviendront de plus en plus chers à vos yeux. Les saisons 2 et 3 sont particulièrement abouties avec de l'épique et de l'émotion, et dans l'ensemble c'est un voyage que je ne peux que recommander à bord de la Rocinante. Avec 6 épisodes de la dernière saison, manque un peu d'espace pour s'exprimer, un comble pour une série dans le système solaire, mais bon, c'est ainsi. Quoi qu'il en soit, regardez The Expanse, c'est vachement bien. De la SF encore à la 4e place avec Fallout qui a frappé très fort avec l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo à l'écran avec Arcane par exemple. C'est l'actualité puisque la saison 2 commence le 17 décembre avec un rythme de diffusion hebdomadaire cette fois, ce qui permettra de prolonger la discussion en ligne autour de la série. Excellent choix de diffusion donc. En 2077, un holocauste nucléaire a ravagé la planète. On va suivre les derniers temps de la vie d'un acteur de l'époque qui a mis son image au service des abris nucléaires Voltec. En 2296, une jeune femme va sortir d'un tel abri et partir à la découverte du monde extérieur qui a radicalement changé. La série parvient à saisir l'ambiance si particulière des jeux vidéo Fallout en étant à la fois très décalée, voire farfelue, mais aussi impitoyable et violente. Le personnage de la Ghoul est formidablement servi par Walton Goggins et les flashbacks sont passionnants. Si on y ajoute Ella Purnell et même Kyle MacLachlan, la sauce prend forcément quand le scénario est au rendez-vous ainsi que les moyens pour donner vie à tout ça. La saison 2 pourrait envoyer encore plus lourd en se dirigeant vers New Vegas et en ajoutant Justin Theroux à la distribution. Sur la 3e marche, j'ai sélectionné Le Jour du Chacal, le dernier choix avant de me faire envoyer au bûcher pour les 2 premiers de mon top 5 Prime Video. Libre adaptation d'un livre, The Day of the Chacal, suit les péripéties du meilleur assassin au monde capable de toucher une cible à une distance insolente tout en changeant d'identité avec une facilité déconcertante. Cette excellente mini-série va finalement devenir une série avec une saison 2 qui est envisagée, mais avec un nouveau showrunner. Sa première saison a été une bouffée d'oxygène pour me changer les idées durant une période un peu délicate au niveau personnel. Eddie Redmayne est excellent comme toujours, et contrairement à d'autres, je trouve que la chaîne Lynch lui offre un parfait contrepoint en agent du MI5, trop têtu pour son propre bien. De jolis plans, des rebondissements, la fascination pour l'ultra-compétence et le plaisir de découvrir comment le chacal va se sortir de situations apparemment impossibles, tout est réuni, une série en état de grâce. Étonnamment, je reconnais sans peine que Les Anneaux de pouvoir, choisis pour la médaille d'argent de Prime Video, souffrent de plus de défauts que Le Jour du Chacal. Ceci étant dit, l'ambition et la difficulté sont aussi incomparables. J'ai analysé les épisodes des Anneaux de pouvoir en long, en large et en travers, et même si des choix scénaristiques m'agacent au plus haut point, je dois pourtant reconnaître l'immense plaisir que je trouve dans tous les segments réussis de la série et dans son esthétique souvent fascinante. J'adore Tolkien et son œuvre, je connais plutôt bien la Terre du Milieu, et je ressens ce plaisir et cette excitation à m'y replonger avec cette série, même si c'est forcément avec une part d'invention pour venir structurer un squelette d'événements connus au Deuxième Âge. Les Anneaux de pouvoir a été confronté à un niveau de haine en ligne presque inégalé, et de mon point de vue, si certaines critiques sont plus que légitimes, on est rapidement tombé dans un lynchage bas du front et souvent injustifié qui va parfois de pair
avec une idéologie réactionnaire et haineuse qui va totalement à l'encontre des valeurs professées par Tolkien lui-même. Quoi qu'il en soit, j'adore la musique, de nombreux choix esthétiques, mais aussi certaines intrigues comme la magnifique opposition de Sauron et Celebrimbor au cœur de la saison 2. Je dis donc longue vie aux Anneaux de pouvoir qui devraient faire 5 saisons, et en espérant de belles améliorations d'une saison à l'autre, comme on a pu en voir en partie entre la première et la deuxième. Sur la première marche, j'ai vraiment hésité entre les Anneaux et celle-ci, mais j'ai finalement choisi La Roue du Temps, tellement j'ai trouvé sa 3e saison aussi réussie qu'injustement annulée, en pleine gloire. C'est clairement un choix à double tranchant qui vient souligner la froideur avec laquelle Prime Video a saboté une série qui méritait tellement de se poursuivre. Et puis bon, ce n'est pas un scoop, mon genre favori en littérature comme au cinéma, en série ou en jeu de rôle, c'est la fantasy. Ce n'est pas pour rien que Game of Thrones, Les Anneaux de pouvoir et maintenant La Roue du Temps sont aussi bien classés. La Roue du Temps, c'est bien évidemment l'adaptation de l'immense saga éponyme. Si la première saison de la série avait ses lacunes, les connaisseurs voyaient bien le potentiel et la série n'a cessé de progresser de saison en saison pour aboutir à un enchaînement de sacrés épisodes en saison 3. Le coup près de l'annulation est donc tombé malgré une pétition populaire. Sony et Amazon ont fait la sourde oreille. Certains supposent que le coup des Anneaux de pouvoir aurait pu participer à enterrer La Roue du Temps, mais en réalité, on ignore tout des coulisses de telles décisions. Voilà donc une tonalité particulière pour cette dernière première place de ce classement multiple, mais c'est aussi une manière de rappeler que les séries peuvent toutes être annulées. Certes, il y a pire dans la vie, mais bon, les spectateurs restent dépendants de décisions de business qui prennent toujours le pas sur le créatif, à un moment ou un autre. J'en viens maintenant à la comparaison entre les plateformes sur la base de mes goûts personnels et de la valeur que je reconnais à ces catalogues. Alors c'est vrai, je n'ai pas parlé de Friends ou de The Office, qu'on évoque souvent comme des séries phares pour attirer les spectateurs. À mes yeux, du moins, The Office conserve bien plus d'attrait que Friends, mais bon, quoi qu'il en soit, ce sont deux séries qui n'entreraient pas en compte dans mon classement personnel des plateformes. Un mot rapide aussi sur Universal Plus et OCS. Pour moi, il s'agit de plateformes qui sont nettement en deçà et ne peuvent s'imaginer qu'en option, en complément d'une plateforme principale. Pas assez de profondeur de catalogue pour tenir la comparaison avec les 7 principaux services que j'ai retenus. En 7e position, je mettrai Canal+. Évidemment, la force de Canal+ réside dans ses offres de bouquets type Canal+ séries qui regroupent plusieurs plateformes, mais ici l'idée consiste à comparer les plateformes une par une. Quelques séries originales vraiment excellentes sur Canal, mais ça reste un peu maigre quand on compare aux plateformes américaines. En numéro 6, c'est quasiment à égalité en vérité avec Canal+, je positionne Paramount+, qui pourrait être dernière, mais qui a droit à un coup de boost grâce à Twin Peaks et à From. Si ces deux séries ne vous intéressent pas, ou encore si vous comptez voir Twin Peaks sur Arte, on peut considérer Paramount+ comme bon dernier. En 5e place, j'ai choisi Disney+, qui profite beaucoup de séries qui sont en réalité un peu en décalage de ces grosses licences, qui proviennent de la chaîne FX aux États-Unis, qui est incluse dans l'abonnement en France. Je pense bien sûr ici à The Bear, à Shogun, sachant que Lost c'est aussi une série récupérée du passé, tandis que les meilleures saisons de Daredevil proviennent de Netflix. C'est donc une plateforme dont je pourrais me passer sans trop de soucis actuellement. La 4e position revient selon moi à Prime Video, même si c'est très proche de Disney+, dans ma perception de valeur, quelques séries originales fortes et qui m'intéressent. Fallout est un bel ajout récent, on attend aussi des adaptations de God of War ou encore de Warhammer 40K, mais bon, ça c'est le futur. Pour le moment, je reste en attente de la suite des Anneaux de pouvoir en 2026, de The Boys ou encore du Jour du Chacal, mais l'annulation de La Roue du Temps est un gâchis sans nom. Pour la 3e marge du podium des plateformes, je désigne Netflix qui reste un géant capable du pire comme du meilleur, seulement voilà, il est facile d'ignorer le pire, et on sait que de temps à autre, une excellente série va en surgir, parfois même des phénomènes mondiaux comme Squid Game, que je n'ai pas mentionné auparavant, mais qui reste estimable à mes yeux. Puis il y a des documentaires parmi les meilleurs disponibles en streaming. Très proche de la 3e place, la 2e est occupée selon moi par Apple TV, qui va certes souffrir d'un catalogue mince, mais dans lequel la proportion de bonnes séries est clairement phénoménale, emportant des prises de risques créatives comme Severance et Pluribus, en investissant dans la SF, qui reste un genre difficile pourtant, je dois tirer mon chapeau à la politique éditoriale de cette plateforme, sur laquelle je ne misais pas grand-chose quand elle est sortie. Enfin, une première place difficile à remettre en question en termes de pur catalogue, on a HBO Max qui s'appuie tout simplement sur l'excellence que représente HBO depuis des décennies maintenant. La part des meilleures séries au monde qu'on retrouve sur la plateforme est tout simplement trop grande pour ne pas la mettre en première place. Alors oui, bien sûr, j'ai conscience de la situation de Warner et donc de HBO Max, qui est visée par 2 tentatives d'acquisition, l'une de la part de Netflix et l'autre de la part de Paramount en schématisant. Mais attention, pour le moment, rien n'est fait, ces questions seront tranchées en seconde partie d'année 2026, je suppose. C'est un sujet complexe qui appelle à une vidéo dédiée, vous me direz si ça vous intéresse en commentaire, sachant que derrière ces 2 directions, on a aussi des enjeux politiques forts et pas uniquement des questions de situation quasi monopolistique ou encore des interrogations sur l'avenir du cinéma ou de telle ou telle licence. Surtout, n'oubliez pas de profiter des 15% de réduction d'ici Noël sur les montres et bijoux Holzkern, en passant d'abord par le lien en description ou en commentaire épinglé, puis en utilisant le code POPCOLSKERN que vous retrouverez en toutes lettres aux mêmes endroits. Ce seront d'excellents cadeaux. Et évidemment, je vous serai très reconnaissant de soutenir cette vidéo fleuve qui a demandé énormément de travail.
et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!